C'est l'instant du décryptage de l'actualité mondiale sur CamNews 24. À tous et à toutes, bienvenue. Cette autre édition d'International va se faire avec le précieux concours de Ghislain Kougan, journaliste consultant et spécialiste des questions internationales. Merci à vous Ghislain d'avoir répondu à notre sollicitation. Au plaisir, Donald. Le décor ainsi planté annonce le premier sujet de cette édition qui nous conduit en RCA, où la liste des candidats validés par la Cour constitutionnelle a été dévoilée mardi 8 décembre. 30 candidats sont en lice pour les présidentielles. La candidature de François Bozizé, elle, a été rejetée. On regarde. 29 candidats retenus ce mardi 8 décembre à l'élection présidentielle en Centrafrique. Martin Ziguélé, Anissé Georges Dologuélé ou encore Karim Mekassoua sont entre autres quelques noms déjà connus de la scène politique nationale qui iront à la présidentielle du 27 décembre 2015. Les Centrafricains attendent de cette élection présidentielle un nouvel élan politique et économique. Chef de la transition depuis le 23 janvier 2014, Catherine Samba Panza ne pouvait pas constitutionnellement briguer la magistrature suprême. Au rang des 15 candidatures rejetées par la Cour constitutionnelle de la transition figure l'ancien président François Bozizé renversé du pouvoir en mars 2013. Son parti KNK, en prévision à un éventuel rejet du dossier de l'ancien président, avait appelé le samedi 5 décembre 2015 ses partisans à voter non au prochain référendum. Alors, Ghislain, de but en blanc, quelles sont les raisons qui ont concouru à l'invalidation de la candidature de l'ex-président Bozizé? Je pense qu'il y a deux raisons principales. La première raison, c'est simplement que François Bozizé n'a pas pu s'inscrire sur la liste électorale. À partir de ce moment donné, il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Vous savez très bien que pour s'inscrire, il faut se déplacer. Or, François Bozizé est depuis en Ouganda, à Kampala, depuis longtemps après tout ce qui s'est passé en RCA. Il se trouve aujourd'hui à Kampala. Donc sur le plan technique, sur le plan pratique, François Bozizé ne pouvait pas s'inscrire sur la liste. Et vous savez également la deuxième raison, c'est que selon les accords signés à Libreville en janvier 2013, notamment François Bozizé, il lui était interdit de briguer un nouveau mandat. Donc voilà deux éléments principaux qui ont permis notamment à la Cour d'invalider la candidature de François Bozizé. Mais on sait très bien que pour ce qui est des partisans de Bozizé, ceux-ci estiment qu'il s'agit des manigances de la France qui justement ne veut pas que Bozizé puisse briguer un nouveau mandat. Et pour cela, ces partisans s'appuient sur la déclaration du ministre de la Défense français, Yves Le Drian, qui disait qu'il ne faudrait pas que François Bozizé se mette sur le chemin de la réconciliation, notamment en RCA. Est-ce qu'il y avait vraiment un intérêt pour Bozizé de se présenter à cette élection? Bien évidemment, parler d'intérêt sur le plan politique, évidemment, puisque Bozizé veut briguer un nouveau mandat, parce que ça veut dire que pour Bozizé, il y a de l'intérêt. Maintenant, est-ce qu'il y a de l'intérêt pour la République centrafricaine? Je ne pense pas. Je pense qu'après ce qui s'est passé, après les tueries, les massacres qui ont agité le pays aujourd'hui, il est intéressant qu'on puisse aller à l'élection, notamment avec des personnalités qui présentent, qu'on le veut ou moins, à des degrés divers, patte blanche. Or, Bozizé a un passé un peu sulfureux, même s'il faut relever que Bozizé n'est pas pratiquement ou alors directement lié à la crise qu'a connue la RCA, parce que c'est justement après l'éviction de Bozizé par Djotodja que le pays s'embrasse. Bozizé a donc estimé que lui, qui est parti, qui a été viré par un coup d'État, avait les coups de franche, était celui-là qui pouvait revenir en RCA pour essayer d'instaurer une stabilité. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, il était intéressant qu'on puisse évincer tous les gros calibres. Bozizé, par exemple, Djotodja ne s'est même pas présenté. Et c'est de ce point de vue qu'on peut comprendre l'éviction de François Bozizé, même si cela s'explique à travers les deux principes énoncés tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui explique le fait que Michel Djotodja ne se soit pas présenté? Une peur, une crainte? Bien évidemment. Des remords, des regrets? Je pense qu'il n'avait pas matériellement ou techniquement l'opportunité de briguer un nouveau mandat. On sait très bien qu'il a été opportuniste, tout simplement. Il n'a pas la carrure, on l'a dit, il n'avait pas l'étoffe d'un chef d'État. Et donc, il a simplement profité d'une situation confuse. Aujourd'hui, que tous les regards sont rivés sur la SIA pour que la transition se fasse dans un environnement apaisé, il n'était pas intéressant pour Djotodja d'aspirer à briguer un mandat. Est-ce qu'il y a lieu de craindre des dérives autour de cette présidentielle? Est-ce que la sécurité est garantie? Bien sûr, c'est d'ailleurs
le maillon faible de l'organisation de cette élection, notamment au niveau de la RCA, c'est que sur le plan sécurité, on n'a pas de garantie. Déjà, comment est-ce que cela va se faire sur tout le territoire? Comment va se faire la préparation et surtout l'acheminement du matériel électoral dans toute la RCA? Vous savez très bien qu'il y a une frange de délinquants, de rebelles qui ont dit qu'ils vont s'opposer justement à la tenue des élections dans ce pays. Donc le défi sera d'abord sécuritaire dans ce pays qui, ma foi, peine encore à retrouver toutes les conditions requises et nécessaires pour l'organisation d'un scrutin qui se veut transparent, mais surtout un scrutin qui peut aujourd'hui vouloir être un scrutin historique, pourquoi pas. C'est un scrutin à 2 tours. Le premier tour est prévu pour quand? Le 27. Le 27 de ce mois. Oui. On va donc partir de la RCA pour nous rendre du côté du Rwanda et parler toujours d'une affaire d'élection, mais le référendum sur la Constitution fixé au 18 décembre. Cette dernière étape est de loin la plus attendue dans le pays, mais aussi par la communauté internationale. Elle doit permettre à Paul Kagame de se présenter pour un 3e mandat. Reportage. Le président rwandais Paul Kagame a mis en garde la communauté internationale ce dimanche 6 décembre 2015. Lors d'une réunion de son parti FPR, Front Patriotique Rwandais, le chef d'État au pouvoir depuis 15 ans a qualifié d'ingérence la réaction des partenaires extérieurs au pays. L'adoption du projet de révision constitutionnelle du 17 novembre 2015 par le Parlement fait débat sur la scène internationale. Cette modification, si elle aboutit, autoriserait le chef d'État à se présenter à l'élection présidentielle de 2017 pour briguer un 3e mandat. Les États-Unis menacent par ailleurs de revoir leur coopération avec le Rwanda s'il se maintient au pouvoir après 2017. Pour les autorités rwandaises, cette révision serait le fruit d'une initiative populaire. Environ 3,7 millions de Rwandais auraient signé des pétitions demandant le maintien au pouvoir du chef d'État. Pour le président, la réponse finale sera celle du peuple lors du référendum provisoirement fixé au 18 décembre 2015. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui montrent que Paul Kagame va se présenter pour un 3e mandat? Pas vraiment, mais vous savez, sur le continent africain, on n'a pas besoin des indicateurs précis. Si vous voulez, il y a un indicateur. À partir du moment où il indique qu'en réalité, sa décision sera fonction du référendum. Vous comprenez très bien qu'il y a un indicateur qui dit qu'il n'est plus aussi rassuré à l'idée de ne pas briguer un nouveau mandat. Il revoit un tout petit peu sa position et fait part de ce que cela va dépendre notamment de l'expression du peuple à travers notamment le référendum qui est fixé pour le 18 décembre prochain. Donc on comprend véritablement qu'il est indécis sur sa situation, sur un possible mandat, sur une possible candidature, mais on n'est pas dupe. On sait très bien que parce que le référendum, la Constitution a déjà été soumise au Parlement qui a voté pour massivement et qui a justifié sa décision comme étant l'émanation du peuple qui a bien voulu que l'on puisse réviser la Constitution. Et bien sûr, le 18 décembre prochain, le référendum, la question sera au peuple et on sait très bien que l'issue sera favorable au président Paul Kagame. Et de mon point de vue, si vous permettez que je puisse émettre une opinion, je ne vois pas en quoi est-ce que cela peut être revu ou alors remise en question. Paul Kagame qui bénéficie déjà de l'onction du Parlement, qui est bicaméral, j'espère. Bicaméral. Oui. Et maintenant, il y a ce référendum qui est en vue. Est-ce que c'est une légitimité que Paul Kagame cherche? Bien évidemment, c'est une légitimité. Paul Kagame veut s'inscrire en droit de ligne avec ce que prévoit la constitution de son pays. Vous savez très bien que la constitution est un peu comme l'acte de naissance et chaque enfant a besoin de son acte pour légitimer sa naissance. Évidemment, Paul Kagame se veut légaliste et veut donc avoir à sa faveur notamment la constitution de son pays. Et quand vous regardez un peu la manœuvre, on parle de s'il est candidat pour 2017, ce sera pour un mandat de 7 ans qui finira, je crois, en 2024. Et puis un nouveau régime qui sera un quinquennat et dont la loi n'étant pas rétroactive, il pourra briguer 2 nouveaux quinquennats. Et vous voyez très bien que Paul Kagame pourrait être à la tête de son pays jusqu'en 2034. Mais je pense qu'au-delà du côté politique et des critiques
qui viennent d'outre-mer, il faut voir quand même le travail abattu sur le terrain par Paul Kagame. Aujourd'hui, le Rwanda n'est plus le même qu'il y a de cela que celui qu'on a connu en 1994 avec notamment le génocide. On sait très bien qu'aujourd'hui, le Rwanda a une croissance du PIB qui peut atteindre 8%. Très peu de pays africains peuvent s'enorgueillir de cette performance-là. Même le Cameroun n'atteint pas 8%, on tourne autour de 100%. Et donc, c'est quelque chose à saluer. Et vous avez les organisations internationales qui, à chaque fois, applaudissent le Rwanda, notamment dans son classement Doing Business de la Banque mondiale ou par rapport à son indice de développement qui, à chaque fois, croit. Et je pense que de ce point de vue, le Rwanda est un exemple à encourager sur le plan de l'Afrique de l'Est. Et je tiens à faire une autre précision. Pour ce qui est de l'enjeu du pouvoir, le Parlement du Rwanda, notamment l'Assemblée nationale, applique plus qu'une parité, mieux qu'une parité homme-femme. C'est le premier Parlement au monde entier où vous avez, retenez-le, plus de 56% de femmes au Parlement. Il y a plus de 56% de femmes députées au Rwanda. Même les États-Unis, même la France, nulle part ailleurs on ne voit cela. Alors, s'il arrivait que Paul soit prêt à briguer un troisième mandat, le Rwanda aura-t-il toujours la même cote auprès de la communauté américano-occidentale qui n'a cessé d'apporter des appuis conséquents au développement du pays? Justement, c'est justement à ce niveau que le bas peut blesser. Je pense que les États-Unis ont demandé au président Paul Kagame de ne plus briguer un nouveau mandat. Vous savez très bien que les États-Unis sont les alliés notamment du Rwanda et que depuis un temps, par rapport notamment à ce nouveau mandat, les relations entre Kigali et Washington sont quelque peu brumeuses. Ce n'est plus l'amour je t'aime moi non plus. Mais je pense quand même qu'il faut simplement, si on tient compte notamment du redressement politique et économique du Rwanda aujourd'hui, il est opportun qu'on aille vers une stabilité. L'alternance à tout prix n'est pas forcément le mieux indiqué pour les pays africains. Encore que je le reprécise, 21 ans après, aujourd'hui, le Rwanda a tourné la page sombre du génocide qui a fait plus de 800 000 morts dans ce pays et se porte plutôt bien sur le plan économique, sur le plan politique, il y a une ouverture et je pense qu'on devrait notamment encourager ce pays. S'opposer donc à un troisième mandat que pourrait briguer Paul Kagame, cela voudrait dire que peut-être les Américains ne voudraient plus travailler avec lui? Je pense que les Américains voudraient appliquer partout leurs principes. Les Américains prônent, vous le savez très bien, l'alternance. Ils veulent toujours qu'il y ait un renouvellement à la tête de l'État. Mais est-ce que la démocratie africaine s'accommode toujours de ce principe d'alternance à tout prix et à tous les prix? Qu'est-ce qui garantit l'idée qu'un autre candidat à la place de Paul Kagame ferait mieux que celui-là? Donc on n'est pas obligé à chaque fois de se référer totalement in extenso aux principes occidentaux pour justement diriger notre pays. Il faut simplement voir quel est l'intérêt du pays, qui est le mieux placé pour garantir les intérêts des populations. Et je pense qu'aujourd'hui, le Rwanda est sur la bonne voie. C'est un pays qui n'a pas d'opposition, le Rwanda? Disons que la question, vous la posez parce que vous avez le sentiment qu'il n'y a pas d'opposition au Rwanda. Il n'y a pas d'opposition pour la simple et unique raison que justement la plupart de la population épouse les logiques du pouvoir en place. 8% de croissance du PIB, croyez-moi, pour un pays qui revient de très loin, c'est encourageant. On va quitter le Rwanda et maintenant nous rendre du côté de l'Europe. On s'arrête en France avec la première victoire de Marine Le Pen lors du premier tour des régionales 2015. Cette victoire résonne encore dans tous les esprits. Au lendemain des résultats, les premières voix ont commencé à s'élever. On regarde et on revient sur le plateau. C'est un score historique qu'a réalisé le Front National lors du premier tour des élections régionales en France. Le parti de Marine Le Pen arrive en tête dans 6 régions sur 13 et recueille près de 30% des suffrages selon les résultats provisoires. La leader du FN a obtenu plus de 40% des voix dans sa région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Idem pour sa nièce Marion Maréchal Le Pen en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le parti frontiste jubile. Ce vote confirme ce que les précédents scrutins avaient annoncé, mais que les observateurs officiels ne voulaient pas encore admettre. Le mouvement national est désormais sans conteste le premier parti de France, alors qu'il est, rappelons-le, à peine représenté au Parlement. Deuxième avec environ 27% des suffrages, la droite emmenée par les Républicains de Nicolas Sarkozy n'est en tête que dans 4 régions. L'ancien président a donné la consigne pour le second tour. Il n'y aura ni fusion avec la gauche, ni retrait de liste face au FN. C'est un nouveau signe d'une profonde aspiration des Français
à voir les choses changer dans notre pays. Il nous faut entendre et comprendre l'exaspération profonde des Français. Enfin, le Parti socialiste n'est en tête que dans 2 régions et n'est crédité que de 23% des suffrages au niveau national. Le PS mise sur les voix des autres partis de la gauche pour rafler un maximum de régions au second tour. Le porte-parole du gouvernement se veut optimiste. J'ai regardé aussi l'ensemble des résultats consolidés, ce qui fait le rapport de force entre la gauche, la droite et l'extrême droite. Si je regarde ces rapports de force, le total de la gauche doit dépasser les 36% et fait le premier parti de France. Outre le score historique du Front National, c'est le taux d'abstention qui marque les esprits puisqu'il atteint 49%. Le second tour des régionales aura lieu dimanche prochain. Alors, à écouter les discours des uns et des autres, on a comme l'impression que Marine Le Pen souhaite revoir le principe de coopération internationale, programme réaliste ou annonciateur d'une polémique, le FNN, un danger au cas où il est au pouvoir. Le FNN, au cas où il est au pouvoir, un danger pour qui? Je pense qu'il faut d'abord s'interroger. Un danger pour qui? Pour les Français ou pour toute la communauté mondiale? Je pense que les intérêts ne peuvent pas être les mêmes pour tout le monde. Il s'agit d'une politique aujourd'hui qui a pignon sur rue en France. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans les résultats, que ce soit sur le plan européen, avec la montée fracassante du FN, du Front National. Ce n'est pas simplement en France. Ça, il faut le relever. Le nationalisme... Mais il dit que ce courant est en train de gagner de plus en plus d'intensité, au-delà de la France même. Parce que le Front National prône quoi? Simplement, si vous voulez, la fermeture des frontières. Donc, le Front National au pouvoir, ça peut aussi être quelque chose de bien pour les Africains, par exemple. Pourquoi? Parce que le Front National, par exemple, prône de tourner le dos aux politiques interventionnistes. On sait très bien que la France intervient partout et fout son nez partout dans les conflits en Afrique, attisant même certaines rengaines entre certains pays. À partir de ce moment donné, la politique du Front National sur la politique interventionniste de la France est quelque chose de bien pour les pays africains. Donc, ne voyons pas le Front National en noir partout. C'est vrai que le fait de fermer les frontières, le fait par exemple de dire vous qui venez chez nous, il faut que vous n'allez pas bénéficier des mêmes avantages que ceux qui sont des nationaux, cela se comprend partout. Vous savez, le nationalisme en réalité a très souvent, ou alors cache souvent, l'insécurité et la peur de tout un peuple. Quand un peuple commence à affirmer son nationalisme, ça veut dire que ce peuple-là a peur. Ce peuple-là est dans l'incertitude. Et c'est le cas de la France aujourd'hui. La France est dans une incertitude grandissante. On peut donc comprendre que le sentiment de nationalisme puisse avoir pignon sur rue en France aujourd'hui. Alors, quelle lecture faites-vous de cette opinion qui pense que la politique prônée par le FN affiche justement la xénophobie de cette formation politique? La xénophobie de cette formation politique, à partir du moment où la France s'est dit, voilà, il faut que nous soyons un peu repliés sur nous-mêmes, que nous puissions filtrer ce qui vient, que l'on s'occupe d'abord de ce qui nous concerne, nous, en tant que Français. Mais il se trouve que la France ne s'est pas bâtie en elle-même. Quand on regarde les victoires de la France ne les a pas remportées avec uniquement des Français. Prenons par exemple le cas du football. La France qui remporte la Coupe du Monde en 1998. Bleu, il y avait black, blanc et beurre. Il y avait tellement de noirs dont la France ne peut pas aujourd'hui se targuer de se replier sur elle-même parce qu'elle n'est pas en elle-même capable de relever ces nombreux défis, d'avoir la place qu'elle a jusqu'aujourd'hui sur l'échiquier mondial. Prenons par exemple le Nord, Pas-de-Calais-Picardie de Marine Le Pen, par exemple, dans ce bastion. On vous fait part de ce que un Français sur 4 travaille dans les entreprises à capitaux étrangers. Alors comment voudriez-vous justement vous séparer de ces étrangers qui alimentent et nourrissent justement l'économie de votre pays? Il est donc difficile de ce point de vue. Mais je pense également qu'une lecture un peu technique peut nous amener à comprendre quand même qu'on a le sentiment, c'est un constat d'ailleurs, que quand le Front National monte en France, les Noirs et les Arabes tremblent. Or, il se trouve que la droite, quand même, est beaucoup plus proche sur le plan culturel et même sur le plan traditionnel des valeurs que défendent les Noirs et les Arabes. Tenez par exemple, si on prend le cas de l'homosexualité,
vous savez très bien que de par de la culture africaine et la culture des Arabes, l'homosexualité est rejetée. Or, il se trouve qu'en France, la gauche prône l'homosexualité. Donc, si on regarde aussi le volet, par exemple, de l'avortement, on sait très bien que les Noirs et les musulmans et les Arabes sont contre l'avortement. Une politique qui est tolérée par la gauche. Donc, si on regarde très bien, et là, ce sont les valeurs prônées par le Front National. Et donc, vous voyez que sur ce point, le Front National rejoint la politique africaine, dont les Africains, sur ces points, sur ces deux points-là, sont d'avis avec la politique prônée par le Front National. Donc, sur certains aspects, le Front National est un avantage, qu'on le veuille ou non, pour les pays africains et arabes. Marine Le Pen n'a pas manqué de préciser qu'au cas où le vote lui est favorable, il n'est pas exclu qu'on arrête un peu ces interventions en Afrique où on aide les populations, alors qu'en France, il y a aussi des cas de maladies, par exemple le cancer qui fait rage en France, contrairement au VIH-Sida qui est peut-être en perte de vitesse, mais la France continue à alimenter l'Afrique en médicaments. Marine Le Pen voudrait que ça cesse. Mais je comprends, mais c'est vrai que vous prenez de la news sous un autre angle, vous retournez. On comprend qu'elle ne veut plus que la France alimente les pays africains en médicaments, tandis qu'il y a les Français qui meurent. Mais là, vous relevez comme une défaillance, comme une incertitude, comme quelque chose de mauvais. Mais regardez aussi le revers. Le revers, c'est que si la France arrête notamment d'alimenter les pays africains en médicaments, la France va aussi arrêter de trucider ces pays en capitaux. C'est-à-dire que quand la France donne les médicaments, ce n'est pas gratuit. C'est parce que derrière, il y a les grandes firmes françaises qui viennent signer des contrats chez nous. Vous avez le Niger avec Areva, vous avez Bolloré partout. Alors si la France arrête de nous alimenter, eh bien la France arrêtera aussi de nous piller par le même coup. Et donc, ça peut être quelque chose de bien. Donc, ne regardons pas simplement l'aspect où la France va arrêter de nous soigner. Regardons également que la France va aussi arrêter de nous rendre malades. L'actualité autour de cette élection vous sera comptée au fil par la rédaction de Camus 24. En attendant, nous passons en sport. La grande majorité des jeunes footballeurs africains qui tentent leur chance en Europe échouent à devenir professionnels, avec un taux d'échec de l'ordre de 70% et sont la proie de trafiquants d'enfants. La déclaration est de Jean-Claude Mvoumine, président de l'association Foot Solidaire. Qu'est-ce qui explique ce taux d'échec, juste là? Je pense que c'est simple. Ce sont des joueurs qui ne sont pas suffisamment préparés et les parents aussi qui ne comprennent pas toujours quels sont les mécanismes, quelles sont les démarches à adopter pour devenir professionnel. Vous savez, quand on regarde à la télévision, quand on voit Roger Mila, quand on regarde Cristiano Ronaldo, quand on pense à Rigobert Song, on s'est dit, on rêve, on veut avoir son gamin arriver à ce niveau. Et surtout, quand on sait le train de vie que mènent ces footballeurs, avec beaucoup d'argent, tout presque à leurs pieds, on veut bien avoir une progéniture qui puisse avoir la même trajectoire. Mais sauf que cela obéit à un ensemble de démarches. On ne se lève pas un matin pour devenir professionnel. Cela se comprend. Il y a un problème d'abord de culture. Disons que la plupart de ces jeunes joueurs, lorsqu'ils arrivent là-bas, il y a un problème de climat, un problème d'adaptation qui se pose. Et aussi, on vous parle par exemple de 15 000 jeunes qui partent de 10 pays de l'Afrique de l'Ouest par an. On vous parle de près de 1 500 000 jeunes qui s'entraînent dans les structures de football sur le continent africain. Et avec cette majorité-là, comment est-ce qu'ils vont pouvoir s'en sortir en Europe? Ce n'est pas aisé. Donc, est-ce qu'ils sont suffisamment prêts quand ils y arrivent? Quels sont les chemins, les canaux par lesquels ces jeunes joueurs transitent? Est-ce qu'ils ne sont pas à la merci des marchands d'illusions qui leur promettent monts et merveilles et qu'une fois là-bas, ils sont livrés à des actes de trafic d'enfants, par exemple. Donc, il y a un ensemble de réglementations, un ensemble de faits, un ensemble de pédagogie qui doit se faire sur le plan culturel, sur le plan procédural également, que les parents comprennent que aspirer pour son enfant, vouloir que son enfant soit professionnel est une bonne chose, mais encore faudrait-il suivre un ensemble de démarches pour que celui-là puisse devenir un grand champion demain. Alors, ces aspirants footballeurs sont exposés à divers trafics, mais la grande FIFA reste muette sur la question. Pourquoi? Parce que peut-être ce ne sont pas encore des footballeurs confirmés, ça n'intéresse pas trop la FIFA parce que ce ne sont pas des professionnels.
Mais cela peut se comprendre, la FIFA ne peut pas venir, ça ce sont de futurs joueurs, ils ne sont même pas, je pense qu'il y a des organisations, des organismes dans chaque pays pour promouvoir le football jeune. Ce n'est pas la FIFA, c'est vrai que la FIFA organise des Coupes du Monde des moins de 15 ans, moins de 17 ans, mais il appartient à chaque pays de mettre sur pied une politique de promotion du football. Le football jeune, par exemple, on a des équipes juniors, des équipes espoirs, c'est justement pour procéder à cette hiérarchisation-là. Donc il appartient à chaque pays d'avoir des structures suffisamment fortes, suffisamment élaborées pour promouvoir le football jeune à travers un encadrement qui notamment pourrait limiter ces dérives-là. La FIFA reste muette, je l'ai dit tantôt, pour une raison simple. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu de mécanismes peut-être pour encadrer justement ce flux migratoire vers les pays européens par des jeunes joueurs africains? Est-ce qu'il n'y a pas un encadrement au départ? Comment ça se passe pour être sélectionné, pour être même parti de son pays et rejoindre un club peut-être inconnu? J'ai suivi des témoignages, ils sont frappants quand même. Ils sont frappants parce qu'il y en a qui prennent l'initiative par eux-mêmes d'aller en Europe. Il y en a par exemple, prenons le championnat camerounais, vous avez un joueur qui évolue, qui estime qu'il est suffisamment fort pour aller à l'étranger et il est un peu, quelque peu en désaccord avec son club qui estime que non, il devrait encore jouer pour lui. Et vous avez un joueur qui s'entête à aller et il arrive en Europe à l'emporte-pied s'il n'a pas de repère. C'est difficile. Vous avez également des marchands d'illusions, des gens qui sont là, non pas pour promouvoir le football, mais simplement pour se faire de l'argent. Alors ils promettent monts et merveilles à ces jeunes joueurs, une fois sur le terrain, ces joueurs sont abandonnés à eux-mêmes à travers des mauvais contrats, très mal ficelés. Donc il y a un ensemble de mécanismes, un ensemble de dérives qui aujourd'hui sont relevées. Il appartient maintenant à la population, à chaque État, de conscientiser notamment ceux qui sont en charge de la promotion, de la gestion du football, pour que justement on renforce les mécanismes, puisque ces mécanismes existent pour qu'on puisse limiter notamment ces flux, ces vagues de jeunes joueurs qui parfois sont des talents un peu trop bruts et qui finalement ne prennent pas du temps pour mûrir leurs compétences à l'effet justement de bénéficier gracieusement et pour eux-mêmes et pour leur pays de ces talents. Au risque de me tromper, je crois savoir que la FIFA a quand même des agents de joueurs qui sont officiellement reconnus. Donc on va reposer cela sur la naïveté des parents qui veulent à tout prix que les enfants partent des pays peut-être d'Afrique pour tenter leur chance en Europe. Malheureusement, les cas sont frappants et puis ils sont exposés au trafic divers. Quel trafic par exemple? Le trafic par exemple d'enfants, vous savez, trafic d'organes, il y en a qui partent et qui ne reviennent plus jamais, il y en a qui par exemple vont pour jouer après se retrouvent dans d'autres circuits qui n'ont rien à voir avec le football. Il y a beaucoup de trafics qui se font notamment sur ces jeunes joueurs qui pour la plupart sont encore très naïfs. C'est une autre forme d'esclavage. Alors, Ghislain, je vais vous remercier d'avoir apporté votre expertise au décryptage de l'actualité mondiale sur CamNews 24. Le plaisir est partagé, Donald. L'exclusivité de toute l'actualité mondiale en continu, c'est sur CamNews 24 et nulle part ailleurs. Restez des nôtres.